À l'hiver de 1943, 91 000 soldats allemands se sont rendus après des mois passés piégés à Stalingrad. Le froid, la faim et l'encerclement soviétique avaient détruit toute possibilité de s'échapper. Les officiers de la Wehrmacht furent immédiatement séparés. Les prisonniers de troupes étaient emmenés en colonne vers des camps improvisés. En chemin, des milliers tombaient d'épuisement. Ceux qui restèrent en vie devaient faire face à des transferts dans des trains fermés, sans nourriture ni abri. À l'intérieur des camps, le travail forcé était quotidien. Les maladies se propageaient sans contrôle. Les morts dépassaient les registres. Les passages à tabac faisaient partie du système. Chaque nuit, les baraquements se vidaient de plus en plus. Au fil des ans, seule une infime partie a réussi à revenir. Certains n'ont jamais été enregistrés. D'autres sont morts sans que personne n'ait noté leur nom. Les chiffres officiels faisaient état de 5 000 survivants. Les autres ont disparu dans des trains, des fosses ou la neige. Qu'est-il advenu de tous? C'est ces hommes qui se sont rendus à la fin de l'encerclement. Le matin du 21 juin 1941 commença tranquillement. De nombreux citoyens de Berlin se dirigèrent vers Potsdam pour passer la journée dans les jardins. D'autres nageaient sur les plages du Wannsee ou du Nikolassee. Dans les cafés, les blagues sur le volume de Rudolf Hess vers l'Écosse avaient été remplacées par des rumeurs d'attaque contre l'Union soviétique. Certains croyaient encore que Staline céderait le territoire ukrainien à la dernière minute. Pendant ce temps, à l'ambassade soviétique de Berlin, les fonctionnaires restaient à leur poste. Moscou exigeait des réponses urgentes concernant les mouvements militaires allemands à la frontière. Le premier secrétaire, Valentin Berekov, appela le ministère allemand des Affaires étrangères, mais on lui dit que Ribbentrop était absent et que Weizsäcker était introuvable. Tout au long de la journée, Moscou continua d'envoyer des messages de plus en plus alarmants. Le Kremlin avait déjà reçu plus de 80 alertes. L'aviation allemande avait traversé la frontière 39 fois en un seul jour. À l'aube du 22 juin, les représentants soviétiques furent convoqués au bureau de Ribbentrop. À leur arrivée, on leur remit la déclaration de guerre. L'invasion allemande avait commencé. À midi, Molotov annonça la nouvelle à la radio. Le pays était déjà attaqué, sans avertissement préalable. À Stalingrad, encore loin du front, le message fut un coup dur. De nombreux étudiants se portèrent volontaires. Les réservistes se présentèrent immédiatement, convaincus que la victoire arriverait bientôt. À l'université technique, ils marquèrent une carte de drapeau, espérant avancer rapidement en territoire allemand. La machine allemande ne s'arrêta pas. L'armée avança vers la Volga sans grands obstacles. Les villes tombaient les unes après les autres. En août 1942, la 6e armée traversa le Don. À la fin de ce mois, ils combattaient déjà à l'intérieur de Stalingrad. La ville devint un champ de ruines. Les troupes allemandes, confiantes, attendaient le coup final. Mais la contre-attaque soviétique arriva en novembre avec l'opération Uranus. Les troupes de Zhukov encerclèrent complètement la 6e armée. Avec l'hiver le plus rigoureux, l'encerclement fut complètement refermé. Plus de 200 000 personnes furent piégées, soldats, auxiliaires, conducteurs, administratifs. Les températures tombaient en dessous de moins 30 degrés. Les approvisionnements se firent rares. L'air froid, la faim et les maladies rendaient la résistance impossible. Les lignes d'approvisionnement aérien échouèrent dès le début. Le commandement fut isolé, toute sortie et entrée étaient bloquées. Les soldats dormaient dans des sous-sols gelés ou dans des tranchées couvertes de neige. Les blessés s'entassaient dans des postes non chauffés. Les amputations étaient effectuées sans anesthésie. Le pain était distribué en rations de 50 grammes. À certains endroits, des CA de cannibalisme apparurent. Les corps restaient congelés à l'endroit où ils tombaient. L'odeur de la gangrène et du typhus imprégnait l'air. Les lettres qui parvenaient à sortir parlaient de désespoir, de faim et d'abandon. Le moral disparut. Les officiers tentèrent de maintenir l'ordre. Certains soldats continuaient de creuser des positions, d'autres s'effondraient sur la neige. Les communications avec Berlin étaient sporadiques. Il fut ordonné de résister sans condition. La reddition était interdite. Chaque division devait se battre jusqu'au dernier homme. Les troupes roumaines, italiennes et hongroises proches furent anéanties ou dispersées. L'encerclement se réduisait chaque semaine. En décembre, des rapports firent état d'unités entières à court de munitions et de nourriture. Certains soldats allemands tentèrent de s'échapper en traversant la glace, mais ils étaient abattus par des tireurs d'élite soviétiques ou par leurs propres commandants.
Le haut commandement savait déjà qu'aucune route n'était ouverte. Les divisions furent réduites à des centaines d'hommes. Les maladies se propageaient sans contrôle. Le typhus et la dysenterie tuaient plus que les balles. Les chevaux furent dévorés un par un. Ensuite, ils mangèrent les cuirs, les semelles des bottes, même le papier. Certains soldats cuisinaient des bouillons avec de la sciure et de la neige. Au centre de l'encerclement, le quartier général maintenait toujours le contact par radio. Les rapports parlaient d'unités défaites, sans officiers, avec des soldats incapables de bouger. Des messages de secours étaient envoyés. Aucun ne fut répondu. Noël arriva avec des soldats gelés à leur position. Des arbres furent improvisés avec des branches sèches. Certains chantèrent des hymnes. Plusieurs restèrent immobiles. En janvier, les troupes soviétiques commencèrent à faire pression de tous les fronts. La ville était un cimetière. Les maisons étaient des ruines. Les usines étaient détruites. Les hôpitaux ne fonctionnèrent pas. Les ambulances étaient traînées par des hommes. Le 22 janvier, le général ennemi proposa les termes de la reddition. La proposition ne fut pas répondue. On attendait un ordre direct d'en haut. La réponse fut claire. Continuer à résister. L'encerclement final se referma le 26 janvier. La 6e armée fut divisée en 2 poches. Le 30 janvier, une promotion symbolique fut accordée. L'intention était claire, mourir ou se tuer. L'action fut évitée. Le 31 janvier, il se rendit dans son quartier général au sous-sol de la ville. Les unités restantes firent de même les jours suivants. Environ 91 000 personnes furent faites prisonnières. Soldats, officiers, médecins, infirmiers, administratifs. Parmi eux, moins de 6 000 revinrent des années plus tard. Ceux qui restèrent en vie furent regroupés en files et emmenés en détention. Ils marchaient parmi les débris, traversaient des bâtiments détruits, traînant les pieds. Certains s'évanouissaient et étaient mis de côté. D'autres tombaient sans jamais se relever. Ils marchaient sans recevoir d'eau ni de nourriture. Le sol était couvert de neige sale. L'air était dense et glacé. Beaucoup n'avaient pas dormi ni mangé depuis des jours. Certains marmonnaient sans sens. Les vêtements étaient en lambeaux. Sur les murs apparaissaient des messages écrits au charbon. Certains disaient des noms, d'autres seulement des dates. En arrivant devant un bâtiment en ruine, une colonne fut arrêtée. Un officier soviétique parla à voix haute. Aucun ne comprit la langue. Les officiers furent séparés des soldats. Les blessés furent tissés sur des traîneaux. Ceux qui ne pouvaient pas marcher furent traînés par leurs camarades. Un par un, les groupes furent dirigés vers l'est. Ils traversèrent des villages brûlés, des champs couverts de glace, des ponts brisés. Les premiers jours, des centaines moururent. Sans nourriture ni abri, ils dormaient à l'air libre. Certains soldats allemands arrachaient des écorces d'arbres pour mâcher quelque chose. À un croisement ferroviaire, un groupe fut réuni à des centaines d'autres captifs. Certains criaient des noms, d'autres restaient silencieux. Plusieurs avaient perdu des doigts à cause du gel. Un fut vu marchant sans bottes, avec des chiffons attachés aux pieds. Il se déplaçait avec une difficulté extrême. Il s'arrêta et tomba sur le côté. Aucun camarade ne le ramassa. Les gardes pressèrent les autres en criant. Des tirs lointains se faisaient entendre. Personne ne réagissait. Ils continuaient simplement de marcher, pas à pas, vers une gare où les attendaient des wagons en bois fermés. Les portes des trains s'ouvrirent. Les soldats étaient poussés à l'intérieur. Plus de 60 étaient enfermés par wagon. L'espace manquait de bancs ou de lumière. À peine un seau dans un coin. Le voyage dura plusieurs jours. Sur le sol, certains corps restaient immobiles. À l'arrivée, ils furent descendus à coups de bousculade. Ils marchèrent vers un camp entouré de hautes clôtures. Une tourelle de surveillance les observait d'en haut. À leur arrivée au camp, les prisonniers furent emmenés directement dans une zone ouverte où ils devaient rester debout pendant des heures. La neige recouvrait le sol. Le froid était constant. Aucun vêtement supplémentaire ne fut distribué. Certains avaient les pieds enveloppés dans des bandages, d'autres tremblaient les bras croisés. Les gardes russes les observaient sans parler. Un officier soviétique désignait du doigt et mettait de côté certains hommes. Tous ignoraient la raison. Certains étaient emmenés dans un baraquement, d'autres ne revenèrent plus. Les installations étaient à minimales. Il y avait des huttes en bois sans fenêtres. L'intérieur était sombre, avec une odeur épaisse. Les matelas étaient de vieux sacs, les toits laissaient passer le vent. Dans un coin s'empilaient des seaux contenant des excréments gelés. Les tours pour aller au puits étaient contrôlées. Beaucoup restaient sur le chemin.
Certains s'évanouissaient en chemin. Ceux qui finissaient par terre étaient piétinés involontairement par les autres. Durant le premier jour, aucune nourriture ne fut distribuée. Le deuxième, ils distribuèrent un mélange aqueux avec des morceaux de choux bouillis. Un prisonnier vomit en y goûtant. D'autres mangèrent en silence. La ration de pain était plus petite qu'une main. Elle devait être conservée pendant des heures. Certains la cachaient dans leurs bottes. Un groupe fut puni pour avoir échangé de la nourriture. Ils furent emmenés dans une pièce sans fenêtre. En sortant, ils marchaient avec difficulté. L'un saignait du nez. Les règles étaient strictes. Les noms étaient criés le matin. Quand l'un ne répondait pas, tout le groupe recevait moins de nourriture. Certains faisaient semblant d'être vivants alors qu'ils étaient déjà morts. Un homme fut appuyé contre le mur, les yeux ouverts. Un autre bougeait la tête du cadavre pendant le comptage. Les gardes ne réagissèrent pas ou ignorèrent simplement la scène. La nuit, ils les traînaient à l'extérieur et les laissaient au pied de la clôture. Au début de la deuxième semaine, le travail commença. Ils devaient transporter du bois, creuser des tranchées ou nettoyer des chemins. Le climat n'avait pas d'importance. Certains s'évanouissaient la pelle à la main. Ceux qui restaient au sol étaient frappés. Un soldat allemand refusa de bouger. Il reçut des coups de pied jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Personne ne protesta. La file continua de marcher. Dans un ravin, ils trouvèrent des restes d'uniformes. Quelqu'un murmura que c'était là qu'étaient enterrés ceux qui ne durèrent pas. Les lettres étaient interdites. On ne pouvait écrire que si les soviétiques l'autorisaient. Certains essayèrent d'envoyer des messages sur des papiers cachés. Quand ils étaient découverts, les prisonniers étaient mis à genoux dans la neige pendant des heures. L'un d'eux resta gelé dans cette position. Les autres évitaient de le regarder. La punition faisait partie de la journée. Il était également interdit de chanter. Même fredonner entraînait des coups comme sanction. Durant l'incarcération, les prisonniers parlaient entre eux en chuchotant. Ils partagèrent des histoires de bataille. Certains racontaient ce qu'ils avaient vu à Stalingrad. L'un disait qu'il avait enterré son ami avec ses mains. Un autre parlait d'un hôpital improvisé dans une cave. Un troisième se souvenait qu'un officier s'était tiré une balle devant ses hommes. Chaque récit était écouté sans commentaire. Personne ne voulait se souvenir plus que de raison. Les maladies augmentaient chaque jour. Le typhus se propagea rapidement. Un pavillon fut isolé. Les malades étaient emmenés dans des charrettes. Certains criaient à l'aide. D'autres se laissaient simplement traîner. Un prisonnier racontait que l'un des médecins allemands avait tenté de soigner avec des bandages bouillis. Il n'y avait pas de médicaments. Les soviétiques laissaient entrer de l'eau dans des seaux. La nuit, on entendait des toux étouffés. Le matin, les corps étaient sortis enveloppés dans des couvertures. La nourriture commença à se faire encore plus rare. Certains chassèrent les rats à l'intérieur des baraquements. Ils les faisaient cuire avec de l'eau et les distribuaient en parts égales. Un jour, ils trouvèrent un cheval mort près du camp. Plusieurs prisonniers sautèrent sur le cadavre pour en arracher de la viande. Les gardes tirèrent en l'air. Malgré cela, certains emportèrent des morceaux sous leurs vêtements. Un homme fut découvert avec un os caché dans son manteau. Ils le pendirent par les poignets en guise de punition. L'hiver continuait. Les bottes se cassaient. Les pieds saignaient. Les mains étaient couvertes de plaies. Certains soldats allemands commençaient à parler seuls. L'un croyait être chez lui. Un autre cherchait sa mère. Des groupes d'entraide se formèrent. L'un s'occupait de l'autre. Certains partageaient leur pain. D'autres attendaient juste la fin de la journée. À l'entrée du camp, les nombres écrits à la craie marquaient ceux qui ne survivaient pas. En mars, un nouveau groupe de prisonniers arriva. Ils venaient d'un autre secteur. Beaucoup étaient en pire état. Certains sans doigts, d'autres sans sous-vêtements. L'un avait perdu la parole. Le groupe fut mélangé au précédent. La nourriture continuait de ne pas augmenter. Les baraquements se remplirent davantage. Ils dormaient serrés, sans bouger. Un soldat mourut et personne ne le remarqua avant le matin. Il l'avait utilisé comme oreiller sans le savoir. Lors d'une sélection ultérieure, un officier soviétique regardait les visages. Il en séparait quelques-uns. On disait qu'ils allaient dans un meilleur endroit. Aucun ne réapparut. Un prisonnier ayant de l'expérience en Russie dit qu'il les emmenait dans des camps de travail plus durs. Ceux qui restaient se regardaient, sans parler. Chaque jour, ils étaient moins nombreux. Les tours pour ramasser les corps étaient plus fréquents. En une semaine, plus de 200 furent comptés. Un des prisonniers écrivit sur un morceau de bois. « Ici vécut le soldat numéro 43 000. Il n'est plus là. »
Un autre traça des lignes sur le mur, une pour chaque compagnon perdu. Quand il n'y eut plus de place, il commença sur le plafond. Les murs du baraquement étaient remplis de noms, de dates, de souvenirs. Au milieu du silence, les lettres étaient la seule chose qui restait. Avec le dégel, les Soviétiques commencèrent à séparer de petits groupes de prisonniers. Un destin différent était assigné à chacun, sans explication. On parlait de transfert vers des camps avec d'autres tâches. Personne ne posait de questions. Les sélectionnés étaient autorisés à se laver le visage et à changer de vêtements s'ils en trouvaient d'autres parmi les monticules des morts. Ensuite, ils étaient emmenés à pied jusqu'à une gare, où ils étaient entassés dans des wagons fermés. Certains passaient des jours sans manger avant le voyage. Les trains tardaient à partir. À l'intérieur des wagons, il n'y avait qu'une seule fente de ventilation. Plus de 50 hommes par espace. Personne n'avait de place pour s'allonger. Le seau pour uriner se remplissait en quelques heures. L'air devenait épais. Ceux qui tombaient au sol y restaient. Quand le train s'arrêtait, les gardes ouvraient la porte et demandaient de faire descendre les corps. Personne ne prononçait un mot. Ils jetaient seulement les cadavres sur la terre dure. Dans les nouveaux camps, l'environnement était plus inhospitalier. Certaines installations étaient des campements en bois abandonnés par des soldats soviétiques. D'autres n'étaient que des tentes déchirées. Les hommes dormaient sur des planches. Le travail commençait à l'aube. Ils coupaient des arbres, transportèrent des troncs, cassaient des pierres ou creusaient des fossés. La nourriture restait rare, une soupe claire et un morceau de pain noir. S'ils prenaient du retard dans leurs tâches, ils recevaient des cris ou des coups. Dans l'un des groupes, un soldat mourut en étant piégé sous un tronc. Ses compagnons tentèrent de le déplacer, mais les gardes ordonnèrent de continuer la charge. Le corps fut couvert de neige. Personne ne le revit. Chaque semaine, de plus en plus de décès étaient signalés. Parfois, le nom n'était pas dit, seulement le numéro qu'ils portaient sur leur veste. Les listes se raccourcissaient rapidement. La faim, le froid et les infections persistaient. Certains soldats allemands tentèrent de survivre en échangeant des morceaux de tissu, des aiguilles faites de clous ou des fils tirés de couvertures. Ils cousaient leurs vêtements en silence. L'un trouva une cuillère cassée et l'utilisa comme couteau pour diviser les rations. La solidarité ne durait pas longtemps. Dans un camp, un homme en tua un autre pour un morceau de pain. Les gardes n'intervinrent pas. Ils emmenèrent seulement le corps plus tard. Au fil des mois, l'extrême maigreur était courante. Certains n'arrivaient plus à tenir debout. Ils marchaient courbés, les côtes marquées sous la peau. Les chaussures étaient des bandes de tissu attachées avec du fil de fer. Les pieds se remplissèrent de plaies. Plusieurs perdirent des doigts par engelure. L'odeur à l'intérieur des baraquements était un mélange de sueur, de sang séché, de pus et de fumée. La plupart passaient des semaines sans se baigner. Dans certains camps, les Soviétiques effectuaient des contrôles médicaux rapides. Un officier avec un carnet examinait les prisonniers. S'ils étaient trop faibles, il les mettait à part. Ils étaient chargés dans des camions et emmenés sans explication. Ils ne revenaient jamais. Un ex-infirmier allemand pensait qu'ils étaient transférés vers des zones de mise au rebut. Il n'y avait ni rapport ni enterrements officiels. Ils disparaissaient simplement du groupe. Ceux qui restaient essayaient de paraître forts. L'un se peignit le visage avec de la boue pour ne pas être séparés. Lors d'un transfert vers le nord, les trains mirent plus d'une semaine à arriver. En descendant, les prisonniers furent forcés de marcher plusieurs kilomètres sous une neige profonde. Certains s'effondraient et étaient traînés. Dans le nouveau camp, les températures chutaient plus qu'avant. Le bois de chauffage était insuffisant. Il brûlait n'importe quoi, des morceaux de bancs, des restes de portes, même de vieux cahiers. Le travail là-bas consistait à ouvrir des fossés de drainage. La terre était gelée, les pelles rebondissaient, les bras faisaient mal au bout de peu de temps. Un garde soviétique surveillait en silence. Il ne parlait que pour ordonner un changement de rythme ou sanctionner ceux qui s'arrêtaient. Un soldat allemand tomba évanoui. Le groupe l'entoura. Personne ne bougea jusqu'à l'arrivée de la relève. L'homme resta inconscient jusqu'à la fin. Dans un coin du camp, les prisonniers improvisèrent un mur avec des pierres. Ils y gravaient des noms. Chaque ligne représentait un mort. Des clous, des couteaux rouillés ou des pierres aiguisées étaient utilisés pour écrire. Le mur grandissait. L'un écrivit à la base « Ici sont rappelés ceux qui sont restés sans numéro ». Personne ne l'effaça, ni les gardes ni les officiers ne dirent rien. C'était la seule chose qui n'était pas touchée.
Avec le temps, les quelques officiers allemands survivants furent contraints aux mêmes tâches que le reste. Ils creusaient avec leurs mains s'il n'y avait pas d'outils. L'un d'eux écrivit sur sa ceinture « Avant je donnais des ordres, maintenant j'attends la fin ». Certains conservaient des insignes cachés, d'autres les enterraient. La hiérarchie avait déjà disparu. Il importait seulement de résister un jour de plus. Les conversations étaient brèves. On parlait de nourriture, du climat ou de douleur. Les rations continuaient de se réduire. Certains cuisaient des racines ou des morceaux de cuir. Un jour, un chien apparut près du camp. Ils l'attrapèrent et le divisèrent en portions. L'un refusa de manger. Il mourut cette même nuit. L'un de ses compagnons écrivit sur une vieille serviette « Il n'a pas su mâcher la faim ». Le papier fut gardé dans une boîte en carton avec d'autres notes. La boîte disparut des semaines plus tard. À un certain moment, un groupe de prisonniers arriva d'un autre front. Ils venaient du Caucase. Ils étaient encore plus minces. Certains restaient en silence. L'un se couvrait la tête avec une écharpe tachée de sang. Un autre marchait appuyé sur un bâton. En se mélangeant au précédent, il se racontait des histoires à voix basse. L'un disait que son camp n'avait qu'une tasse de soupe par jour. Un autre racontait que dans son baraquement, tous dormaient assis par manque de place. Dans l'un des camps les plus éloignés, une inspection de délégués soviétiques fut effectuée. Il fut ordonné aux prisonniers de se laver avec de la neige, de se raser et de cacher les malades. Les visiteurs prirent des photographies. Ils distribuèrent quelques couvertures. Puis ils partirent. Des jours plus tard, le camp retrouva son rythme habituel. Les couvertures disparurent. Les photos furent utilisées dans des affiches de propagande. Les prisonniers ne surent jamais ceux que disaient les textes. Vers l'hiver de 1946, le nombre de prisonniers vivants était tombé à moins de 20 000. Certains baraquements restèrent vides. Les noms sur les listes étaient barrés à l'encre rouge. Ceux qui travaillaient encore le faisaient avec des mouvements lents. Personne ne courait. Personne ne chantait. Un Allemand écrivit sur le mur « Ni froid, ni douleur, seulement l'attente ». Un autre écrivit sous son lit « Je porte 3 hivers ». En 1947, des rumeurs de rapatriement circulèrent. Certains furent appelés par leur nom. On leur donna du pain, un manteau et un carnet d'instructions. Les autres observèrent de loin. Certains pleurèrent. D'autres restèrent immobiles. Ils ignorèrent si le départ était réel. Certains des sélectionnés moururent avant le voyage. L'un laissa sa cuillère enveloppée dans une chaussette. Un autre donna sa couverture à un compagnon et dit « Tu l'utiliseras davantage ». Quand le train partit, ceux qui restaient regardèrent depuis la clôture. La locomotive s'éloigna sans faire de bruit. Dans le wagon, l'un écrivit du doigt sur la vitre embuée « Adieu ». Derrière restèrent ceux qui ne seraient jamais appelés. La terre restait dure, le vent tout aussi froid, les fils se formaient comme toujours, le décompte continuait de baisser. Dans les premiers mois de 1948, une nouvelle liste de prisonniers devant être rapatriés fut organisée. Les soviétiques n'expliquaient pas les critères. Certains travaillaient dans des carrières depuis des années, d'autres pouvaient à peine marcher. On leur donnait une veste avec des boutons intacts, un peu de savon et un sac de pain. Le voyage se faisait dans des trains similaires à ceux qui les avaient emmenés des années auparavant, mais cette fois il y avait moins d'hommes par wagon. Pendant le trajet, les prisonniers ne savaient pas s'ils rentraient vraiment chez eux. On parlait de stations intermédiaires, d'interrogatoires ou de transferts vers d'autres camps. Certains hommes dormaient avec le pain caché dans leurs vêtements. D'autres parlaient pour la première fois en semaine. Un soldat allemand a dit qu'il ne se souvenait plus de son nom de famille. Un autre demandait si son village existait toujours. L'incertitude remplissait chaque arrêt. En arrivant à la frontière, les hommes étaient descendus et formés en rang. Un officier soviétique lisait les noms. Ensuite, un officier rallié les recevait. On leur offrait de la nourriture chaude, des vêtements propres et une feuille à signer. Certains ne savaient pas écrire. Ils utilisaient une croix. 6 ans s'étaient écoulés depuis leur capture. La plupart pesaient moins de 50 kilos. Beaucoup souffraient de maladies chroniques. Certains sont morts quelques jours après avoir été libérés. Ceux qui restèrent dans les camps ont formé un groupe appelé les oubliés. Aucun ne savait quand ils sortiraient. Certains conservaient encore de l'énergie. D'autres restaient déjà silencieux. Un prisonnier notait sur un morceau de bois combien de trains étaient partis sans lui. Quand il a atteint 20, il a cessé de compter. Les tâches continuaient. La nourriture ne variait pas. Une fois,
Une rumeur de rapatriement a été célébrée. Elle s'est avérée fausse. Seuls les malades en phase terminale étaient transférés dans une autre baraque. En 1950, les Soviétiques ont informé qu'il restait encore plus de 10 000 prisonniers allemands. Beaucoup étaient dans des camps éloignés, au nord ou dans des zones industrielles. Ils travaillaient dans des usines, des mines, des barrages. Certains ont appris le russe. D'autres ont été utilisés comme traducteurs ou mécaniciens. Dans un camp, un atelier de réparation de locomotives a été mis en place. Il était dirigé par un ex-ingénieur allemand qui dormait sur un banc en bois. Dans un autre camp, les prisonniers étaient chargés de couper du bois de chauffage. Ils utilisaient de vieilles scies, sans protection. Un homme a perdu 3 doigts. On l'a soigné avec des pansements humides. Il n'a pas repris le travail. Certains essayaient d'écrire des lettres à leur famille. Seuls quelques-uns recevaient une réponse. Les lettres étaient courtes, avec des phrases comme « Je respire encore » ou « Je me souviens de toi ». Les enveloppes arrivaient déchirées. Il manquait des pages. Certains de ceux qui ont survécu tant d'années ont été mis à l'épreuve par les Soviétiques. On leur a proposé de rester en territoire russe en échange d'un salaire et de meilleures conditions. Peu ont accepté. La plupart préféraient revenir. Un officier allemand a refusé l'offre et a été envoyé dans une baraque sans chauffage. Il est mort en hiver. Son nom a été rayé de la liste à l'encre noire. Personne n'a occupé son lit. Fin 1952, les derniers transferts massifs ont commencé à être organisés. Les prisonniers étaient appelés par numéro. Les rangs se formaient lentement. Certains avaient besoin d'aide pour marcher. On leur remettait des documents avec des symboles russes, un sac de nourriture sèche et une veste sans insigne. Il était interdit de transporter des lettres ou des souvenirs. Un prisonnier a caché une photographie pliée dans la doublure de sa casquette. Pendant le voyage, les gardes sont restés silencieux. Les trains avançaient sans longs arrêts. Dans les gares, on voyait des civils russes qui regardèrent de loin. Certains lancèrent du pain. D'autres crachaient. Les soldats ne réagissèrent pas. Ils restaient silencieux. Sur un tronçon, un convoi s'est arrêté pendant plusieurs heures. Un Allemand a écrit sur le mur du wagon « Ce n'est pas encore la fin ». Personne ne l'a contredit. En arrivant en territoire contrôlé par les Alliés, l'enregistrement a été organisé. Les noms, les empreintes digitales étaient prises et un examen médical était effectué. La plupart des hommes avaient des problèmes aux poumons, à la peau ou aux os. Certains étaient aveugles d'un œil. D'autres avaient des cicatrices au visage. Un médecin britannique a dit que beaucoup semblaient avoir plus de 70 ans, bien qu'il n'en ait que 35. Des centres de transit ont été installés où les nouveaux arrivants étaient nourris et lavés. Des photographies étaient prises pour les archives. Certains refusèrent d'être photographiés. Ils avaient honte. Un soldat a couvert son visage de sa main. Un autre a demandé à être enregistré uniquement comme homme, sans figure militaire. Dans un centre de rapatriement, on a trouvé un homme que l'on croyait mort depuis 1943. Sa famille ne vivait plus chez lui. Il a dû tout recommencer à zéro. Beaucoup des libérés ont choisi de ne pas retourner dans leur ville. Certains sont restés chez des amis ou dans de nouveaux villages. Ils ont changé de nom. Ils évitaient de parler de Stalingrad. Ils taisaient ce qu'ils avaient vécu. Certains ont mis des années à expliquer qu'ils avaient été emprisonnés. L'un d'eux a écrit dans son journal « On me demande pourquoi je me tais, moi je demande pourquoi ils oublient ». Son carnet a été retrouvé sur un marché des décennies plus tard. Les derniers prisonniers de la bataille ont été libérés en 1955, plus d'une décennie après le combat. Ils ont été autorisés à revenir après des négociations politiques. Il y a eu peu de reconnaissance. Personne n'a organisé de cérémonie ni de défilé. Ils sont revenus en silence. Leurs noms étaient lus dans des bureaux. On leur remettait un passeport, un peu d'argent et une adresse temporaire. Certains pleuraient en recevant une tasse de café chaud. Les registres soviétiques révélaient que sur les 91 000 hommes qui s'étaient rendus à Stalingrad, à peine 5 000 sont revenus. Le reste est mort dans les camps, dans les trains ou lors des marches. Beaucoup n'ont jamais eu de tombe. Leurs restes sont restés sous la neige, dans les forêts ou le long de chemins oubliés. En Allemagne, certaines familles ont continué à attendre des lettres qui ne sont jamais arrivées. D'autres ont reçu des télégrammes des années plus tard. Dans certains villages, les ex-prisonniers étaient accueillis avec méfiance. Certains ont été considérés comme des traîtres. D'autres ont été ignorés. La guerre avait continué sans eux. Le pays avait changé. Certains ne reconnaissaient pas les rues. Un homme a écrit que sa maison était un nouveau bâtiment. Son ancienne rue n'existait plus.
Un autre a trouvé sa femme mariée à un autre homme. Il a décidé de déménager dans un autre quartier. Ceux qui ont survécu l'ont fait avec des séquelles physiques et mentales. Beaucoup souffraient d'insomnie, de tremblements ou de cauchemars. L'un écrivait des numéros sur son bras, par habitude. Un autre se réveillait en criant des ordres. Certains se réunissaient dans les parcs, en silence. Ils partageaient du pain, du café ou des cigarettes. À Berlin, un groupe a fondé une association sans nom. Ils se réunissaient une fois par mois. Ils ne parlaient que de CE dont ils se souvenaient avec certitude. Le reste, ils le laissaient de côté. Au fil des ans, des livres, des photos et des témoignages sont apparus. Mais de nombreux ex-prisonniers ont décidé de garder le silence. Ils refusaient les interviews. Ils disaient que leurs mots ne servaient à rien. L'un a dit que les vivants ne comprennent pas le froid des morts. Un autre a offert son vieil uniforme à un musée et a demandé à rester anonyme. Selon lui, les noms n'importèrent plus. Certains des camps où ils ont été détenus ont été détruits. D'autres sont devenus des usines. Un groupe d'étudiants en a visité un en 1982. Ils ont trouvé des clous rouillés, des morceaux de cuillère et du bois gravé. Ils portaient des gants. Ils ont pris des photos. Ils ont écrit leur nom sur de la terre gelée. Ils ont dit qu'ils feraient un rapport. On n'a jamais su s'ils l'avaient publié. Dans le dernier des comptes officiels, plus de 80 000 Allemands morts après la reddition à Stalingrad ont été reconnus. Le chiffre reste ouvert. De nombreux documents ont été perdus. Certaines listes étaient incomplètes. Plusieurs corps sont restés non identifiés. On sait seulement que des milliers ont traversé la ligne de la Volga en février 1943 et ont disparu. Leurs restes sont restés au milieu de la neige, de la boue et du silence.